Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Heureux de vous retrouver. C'est le numéro 510, des mots de minuit 510, dont au moins 10 numéros sur le numérique, desmotsdeminuit.fr. Deux portraits ce soir, deux rencontres assez étonnantes. L'une avec un as du reportage minuscule, au pays des mots. J'ai cité Didier Bourquerie. Et à ses côtés, il y a ce que j'ai appelé moi un génie du tabouret en cheval et sur scène. On va évoquer avec vous, Éric Bouvron, cette capacité que vous avez à nous faire penser que le tabouret que tient le comédien, que vous êtes aussi par ailleurs, est un cheval au milieu des steppes afghanes. Didier Bourquerie, les mots de l'époque, Santique, trouvailles et autres extravagances du langage quotidien, coédition Le Monde autrement, reportage minuscule au pays des mots. Vous êtes un journaliste qui fait partie de cette génération de journalistes qui s'est pris de face le numérique, l'irruption du numérique, et donc de cette immédiateté qui fait que le journalisme tel qu'il était pensé avant est à réinventer, espèce en voie de disparition. Vous avez connu tous les domaines de la presse, la direction des rédactions du Monde, la presse économique, la presse people, la presse gratuite. De tout ça, on va parler un peu. Mais revenons sur ce reportage minuscule. Les mots de l'époque, où les trouvez-vous et que sont ces mots de l'époque? J'écoute. J'écoute ce qui se passe. Alors, j'écoute les lecteurs parce que si j'ai fait tous ces différents métiers, c'est parce que j'aime les lecteurs et que j'ai envie de leur donner à lire des choses qui les intéressent. Mais aussi, j'aime ce qu'ils me disent et j'écoute ce qu'ils me disent. Un tiers des mots là viennent de suggestions des lecteurs. Et les autres, c'est ce que j'écoute. Et donc, chaque fois que j'écoute un mot, que j'attrape un mot ou qu'un lecteur attrape un mot, je fais une enquête dessus, comme une enquête journalistique normale, un reportage au pays des mots. Et puis, donc, je vais à son origine, mais je le regarde vivre dans différents contextes. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est du reportage au pays du banal, au pays de l'ordinaire, au pays du quotidien. Mais moi, c'est ce qui me fascine, quoi. Donc, vous avez été chroniqueur dans Le Monde. Aujourd'hui, c'est Huffington Post. Exact. Je suis sur le Huffington Post toutes les semaines. Vous chroniquez aussi de cette manière-là. Est-ce que c'est frustrant? Ah non, parce que c'est... Ce terrain-là. Ce terrain-là, c'est pas frustrant parce qu'il y a beaucoup d'échanges. C'est-à-dire qu'à la limite, le fait d'être sur le Huffington Post, les échanges sont encore plus rapides que quand c'était dans Le Monde, où ça passait d'abord dans le papier, ensuite sur le numérique, et après j'avais le retour. Là, j'ai le retour immédiat. Et c'est en plus c'est d'autres lecteurs, donc ça me va très bien. Éric Bouvron, père français, mère grecque, c'est ça? L'Afrique du Sud. Né en Égypte, grandi en Afrique du Sud. Waouh. Et donc, metteur en scène, chorégraphe, auteur, comédien, tout ça à la fois. Et lui est fasciné par les mots. Vous avez été, d'une certaine manière, subjugué. Prenez mes mots et jouez avec. Quand vous piquez un mot là dans des automatismes, n'hésitez pas à me dire. Bon. Et donc vous avez été subjugué par un texte qui est le texte qui a pour titre Les Cavaliers. C'est Joseph Kessel. Il y a eu un film de Frankenheimer, je crois, sur. Et vous l'adaptez au théâtre. Pourquoi est-ce que vous avez pris ce texte-là? Parce que toutes les créations que j'aborde, j'ai besoin d'aller vivre parmi des peuples. Quand je fais les Bushmen, j'étais vivre avec les Bushmen dans le désert de Namib. Avec les Inuits, quand je fais Mulot, c'était avec le peuple Inuit en Groenland. Et j'ai appris que partout où on va dans le monde, il suffit de bien regarder, de voir où il y a la beauté. Et donc, je voulais aborder un pays que je n'oserais pas aller, et c'est l'Afghanistan. Et j'ai commencé à créer une histoire là-dessus, et mon producteur Thibaut Audinière m'a offert un livre qui s'appelle Les Cavaliers de Joseph Kessel, que je ne connaissais pas Kessel parce que avoir grandi en Afrique du Sud, je n'ai jamais étudié Joseph Kessel. Et j'ai commencé à lire ce livre. J'ai dit, mais quel livre extraordinaire, et je voudrais raconter cette histoire.
Et c'est comme ça que je me suis mis au défi d'entrer dans l'univers et le voyage et le monde extraordinaire de cet auteur, et aussi découvrir sa biographie, ses voyages, et surtout les mots et les paysages, les personnages, la dramaturgie qu'il évoque dans ce livre. On va regarder un extrait des Cavaliers. Sur scène, Éric Bouvron, c'est donc vous, Grégory Baquet, Khalid Ka et Maya Guérit. On regarde un extrait et ensuite on reparle des tabourets et de votre génie, de leur mise en scène. Okay. En Afghanistan, c'est le bouzgachi qui façonne les hommes. Voilà donc le cheval qu'on appelle Géol, le cheval fou, et qui va courir son premier bouzgachi. Cours, Géol, cours! Attends, mon pied est coincé! J'arrive pas, Géol! Je sens plus la jambe! Si jamais je meurs, Géol est à toi. Géol ne sera pas à moi avant que Rose ne meure. Pourquoi? Le testament. Occupe-toi du cheval. Pour le testament, j'ai la main plus légère. Pourquoi toi, si vieux et si sage, tu me donnes un poison qui enlève force et dignité, tout comme le vin que maudit le Coran? Gardigage, l'aïeul de tout le monde. Comment, après tant d'années d'absence, de voyages, de mille et mille rencontres, tu me reconnais? On a vu dans ces quelques extraits les contraintes de mise en scène. On était à Avignon, dans le festival Off, donc avec une petite scène. Et pour le coup, ce que vous évoquez sont les grands espaces afghans. Et cette cérémonie, notamment du bouzgachi, hein, comment est-ce que vous avez géré avec votre compagne pour la mise en scène, comment est-ce que vous avez géré ces contraintes? Dans tout le travail, en réalité, il faut commencer par l'Afrique. L'Afrique du Sud, où j'ai eu mon école de théâtre. Ouais. En Afrique du Sud, notre force, c'est avec rien de créer. Une caisse de bière devient une table, devient les sièges d'un train. On travaille l'imaginaire du spectateur. Et donc, pour moi, c'est presque naturel d'utiliser les objets de tous les jours et les retransformer, travailler l'imaginaire du spectateur. Et pareil pour les grands espaces. Au théâtre, on est limité à ces 4 murs. Mais l'imaginaire du spectateur est illimité. Donc, notre travail, c'est de percer là, à l'intérieur, pour faire ouvrir les yeux de l'imaginaire au spectateur. Et avec Anne, c'était un peu le travail de l'écriture, de la mise en scène. Et je pense que plus l'espace est réduit, plus on peut focaliser sur l'imaginaire du spectateur. Si vous regardez une grande scène avec tous les décors, tout de suite, l'imaginaire est quasi effacé et on assiste seulement aux comédiens qui jouent. Si moi j'enlève ce décor, et Shakespeare, voilà le maître, il n'avait pas de décor derrière lui, c'était 2 portes dans le Globe Theatre. Ils entraient, il dit oui, maintenant on est sur la terre où il y a la guerre, ou maintenant on est dans la chambre, ou maintenant on est dans la cour du roi. Et le spectateur accepte parce que ce qui intéresse, c'est le rapport entre eux. Donc dans Les Cavaliers, pareil, on travaille les steps avec l'imaginaire, le son, le mouvement, le rythme, l'évocation d'un geste. Donc c'est un peu ça la spécialité un peu du travail que j'aime aborder. On va parler de vos références en matière de théâtre, mais comme directeur d'acteurs, comment est-ce que vous fonctionnez? C'est-à-dire, puisque vous allez suggérer quelque chose et vous demandez à quelqu'un de suggérer quelque chose pour l'autre qui est le spectateur. Comment vous travaillez avec vos comédiens? Est-ce que vous leur laissez la bride sur le cou ou pas? Je pense que c'est important le choix de l'équipe, qu'il y ait une bonne écoute et que ça devient un terrain de jeu entre nous. Comme avec le tabouret qui devient un cheval. Avec Khalid, c'est très important, il travaille sa spécialité qui est le son et le bruitage. Donc je le laisse libre champ avec Anne, mais lentement on commence à cadrer et on écrit tout presque, mais sur le terrain de jeu. On fixe rien au début, rien n'est écrit, disons.
le concept est suggéré et est travaillé. Et on fonctionne beaucoup avec l'erreur. Moi, je crois beaucoup de oser, de se tromper, de recommencer. Et les comédiens, ils entrent dans le jeu, ils entrent dans l'univers, dans le langage. Et on part comme ça et on travaille les relations entre nous. Voilà. Et aussi de changer des personnages. Je crois beaucoup, on n'essaie pas de devenir, si je Vous fais êtes une pluriel. femme. Pardon ? Vous êtes pluriel. On est pluriel parce que on invente comme des enfants, on recrée. Et donc, il suffit de changer un chapeau et je suis quelqu'un, je l'enlève, je mets un autre chapeau et je suis quelqu'un d'autre. Et on installe les codes pour le spectateur. Pour vous, l'Africain du Sud, quelles sont les valeurs que porte un texte comme les Cavaliers ? Je peux dire que c'est assez lié, mais il ne faut pas oublier, il y a l'Afrique, il y a l'Afrique du Sud aussi. Justement. Donc ça, c'est assez important. L'Afrique du Sud, pour moi, est un pays qui a des valeurs du premier monde, qui est aussi du tiers-monde, mélangées en même temps. Il y a 16 ethnies officielles, il y a toute une multitude des cultures et des coutumes. Il y a une histoire assez forte, comme tous les pays, je peux dire, mais là, assez récente, avec l'apartheid, le noir-blanc. Et Joseph Kessel, dans le moment quand il a écrit ce livre, c'était en 1900, dans les années 50, l'Afghanistan à cette époque-là n'est pas comme aujourd'hui. C'est un pays qui était beaucoup plus ouvert, plus accessible, comme Alexandrie était en Égypte. Donc, Kessel abordait certaines valeurs et certaines choses autrement que sont d'aujourd'hui. Et donc, pour répondre un peu à cette question, pour moi, l'Afrique, en tant que jeune blanc, on avait cet esprit d'ouverture accessible à nous, tandis qu'il y avait une majorité noire qui était un peu mise à côté. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais il y a des rapports, surtout par rapport aux espaces, le côté rustique, rude de la terre, les animaux, et surtout le travail physique avec l'autre. Et le corps, très important. Le physique, très important. Voilà. Je n'ai pas trop répondu, mais j'ai... Non, je parlais des valeurs, mais... Ah, les valeurs... Comme quoi? Qu'est-ce que... Ou Rose, donc, qui est ce jeune impétueux qui se fait casser la jambe, qui a un rapport au père très douloureux, puisque il est banni, puisqu'il échoue dans la possibilité de remporter le trophée. Et donc, il est dans... comment dirais-je, dans un voyage initiatique pour retrouver sa liberté avec toutes les traîtrises de ceux qui l'entourent, etc., etc. Donc là, il y a des choses fortes quand même. Je pense que c'est un élément plus universel, plutôt qu'Afrique ou Afghanistan. Ce qui est intéressant, c'est là où Kessel est très fort, il aborde la relation entre père-fils. Ça me parlait beaucoup aujourd'hui parce que j'ai mon fils de 17 ans, on vit des choses et c'est là où il y a les valeurs qui me parlent personnellement. Mais au-delà que père-fils, il y a aussi le rapport entre hommes-femmes qui sont assez rudes. Mais Kessel ne parle pas de mettre la femme à côté, il parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il voit dans cette époque-là, dans le pays. Donc il reste très fidèle là-dessus. Donc les valeurs, pour moi, restent plus universelles, de cet orgueil, de la jeunesse, de la dignité, et surtout de la parole, de maintenir le respect de la parole et de respecter la hiérarchie, qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans d'autres phases. Vous êtes africain du Sud ? On peut dire ça, néanmoins, je suis aussi français-grec, parce que j'étais élevé par ma mère, qui était très grecque, une communauté grecque là-bas, et mon père de côté des éléments français. Mais l'école, le pays, l'Afrique du Sud, m'a donné d'autres aspects, oui. L'Afrique du Sud, la violence, enfin les poncifs classiques sur l'Afrique du Sud, avec un procès très médiatisé il y a peu de temps. Qu'est-ce que vous en gardez aujourd'hui ? Comment est-ce que vous voyez évoluer ce pays qui a été votre pays d'accueil et d'enfance ? Je suis retourné il y a 2 ans pour un reportage là-bas. C'était drôle, comme un enfant qui retourne dans son pays, qui ne le reconnaît plus. C'est un pays qui évolue. Chaque 6 mois, Johannesburg, par exemple, n'était quasi plus pareil. Il y a une évolution constamment. Et contrairement à beaucoup de gens qui pensaient que c'est un pays qui risque de perdre certaines choses, il va devenir indépendant que dans des valeurs de tribus et des choses comme ça, ce n'était pas vrai. L'Afrique du Sud a toujours pu se surmonter. Et ce qui me reste, c'est toujours un mot, l'Afrique du Sud, c'est l'espoir. J'ai grandi avec l'espoir, c'est ce qui m'a aidé de faire mon métier même en France. Et on a pris ça dans le sport, dans les écoles, dans la difficulté d'un pays. Même moi étant blanc qui avait un certain privilège,
j'avais des collègues noirs à l'université ou les théâtres nationaux là-bas, et toujours on espérait pour le mieux, on travaillait pour le mieux. Donc ça c'est personnel, mais c'est comme ça que j'ai fonctionné. Tandis que j'ai vu beaucoup de cruauté, beaucoup d'injustice, mais le livre de Kessel, il parle de ça. Bien sûr. Il parle de la justice. Il n'y en a pas. Mais Didier Pourquerie, par rapport à Kessel ou par rapport à l'Afrique du Sud, un point de vue de journaliste ou là de... Moi, ce que je remarque, c'est que actuellement, l'actualité, c'est l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Tous les médias s'intéressent à l'Afrique. Et donc, à mon avis, parmi les grands pays d'Afrique, il va y avoir il y a l'Afrique du Sud et le Nigeria. Donc, à mon avis, là, on va avoir une émergence. Le monde va s'ouvrir. Mais c'est pas... À nouveau. On et les gens vont redécouvrir l'Afrique. Je suis assez étonné de voir l'appétence de tout le monde pour l'Afrique, comme si c'était une... Vous pensez que l'ultralibéralisme va laisser faire ? Je pense que il y a beaucoup de choses qui sont positives en Afrique, qui sont pas du domaine du politique, qui sont du domaine un peu comme en France d'ailleurs. Ce qui marche bien en France, c'est en dessous du radar, ça ne se voit pas. Eh bien en Afrique, c'est pareil. Il y a de l'énergie partout, et il y a de l'énergie en Afrique du Sud, au Nigeria, malgré tout ce qui se passe de négatif dans ces pays-là, il y a une efflorescence de petites initiatives ou de grandes initiatives qui fait qu'il y a de l'espoir. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un bon mot, espoir. Hein. On verra les mots qui faut- déclinent tout à l'heure. Ça, c'est Nelson Mandela aussi, Oui, l'espoir. ouais, ouais. C'est ça qui était extraordinaire. Et des fois, peut-être aussi c'est comment j'étais élevé à la famille, mais en Afrique du Sud, à l'école, par exemple, on était en compétition avec les autres écoles, mais toujours des bons gentlemen, fair play, comme on dit. Si tu es mieux que moi, chapeau à toi. Mais on aspire vers le mieux. C'était un peu... Et je pense ces valeurs, je me suis retourné à l'école d'Afrique du Sud où j'étais, on était 100% blanc, aujourd'hui 60% noir, indien, blanc. Rien n'a changé. Costard, cravate, le rugby, l'aviron, le cricket, ils sont toujours là, ils respectent les profs, on se lève quand quelqu'un entre. Ce sont certaines valeurs que moi, je suis assez fier d'avoir grandi avec ça. Même dans un bus, on se lève pour laisser la place à quelqu'un. Aujourd'hui, en France, des fois, je peux dire il faut garder ta siège. Vos méthodes de travail, vos références. Alors, mes méthodes de travail, vous parliez tout à l'heure des pays que les Inuits, la Namibie, etc. etc. On regarde quelques images de là où vous allez chercher la possibilité de faire vos mises en scène. Regardez. Vous êtes aussi fort en faux tabouret, enfin en vrai tabouret qu'en faux serpent. Expliquez-nous cette scène qu'on vient de voir. Ce que vous ne voyez pas, qui est assez extraordinaire. Quand je travaille même en France avec les écoles, je vois que les corps, ils sont mous, les élèves, ils ont peur de s'exprimer. Et là, tout de suite, quand je suis allé en Afrique avec les Bushmen en Namibie, pour travailler sur mon spectacle Les Bushmen,
tout de suite, le corps est engagé. Tout de suite, il veut participer. Tout de suite, il se lance sans questionner. Il y a cette générosité assez extraordinaire qui m'a tout à fait surpris. Et dans la scène que vous voyez là, j'avais fait une imitation où je faisais la chasse comme eux, et après, je donnais mes bouts de bois, et eux, ils imitaient moi en train d'imiter eux, déjà. Et là, la scène, je sors ma ceinture, et je fais le serpent, pour voir. Et ils étaient tellement dans le jeu, ils jouaient avec moi. Ils aimaient avoir peur. Ils étaient, bon, ok, montre-moi, on n'est pas témoin, on est dans l'histoire. Et donc, ils m'ont nourri pour que j'improvise encore plus. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, pour montrer à quel point ils étaient plus dans le jeu, c'est que je donne le bout de bois pour que l'enfant tape sur le serpent. Vous regardez bien, il tape à côté. Il ne tape pas sur la ceinture, pour ne pas abîmer la ceinture de monsieur. Et il dit, waouh, attends, mais il m'a eu là, le gars. Il était tellement mignon, et c'était ça. Et moi, je crois, sur tous les voyages que je fais, le corps et l'humour est toujours une porte qui s'ouvre. Et pareil, quand on était avec Greg Baquet et Sabine Trenz, la photographe, d'ailleurs, c'est Pierre Mann qui avait filmé, un très bon caméraman de reportage. Et Sabine, qui est sa femme, elle était avec Greg Baquet en Ouzbékistan pour s'imprégner pour les cavaliers. Et pareil, c'est le corps et l'humour que Greg et moi on se donnait qui a permis d'être accepté par le peuple dans le paysage et dans les autres villes. Est-ce qu'il y a des endroits du monde, vous êtes allé chez les Inuits aussi, il fait plus froid là. Il ne faut pas se tromper de costume quand tu fais la scène. Voilà, il ne faut pas se tromper de costume. Vous aimez l'humour, hein, il y a toujours cette volonté de divertir, voire d'informer aussi. Ce sont des mots qui vous conviennent à tous les deux. Mais la question me venait quand je vous entendais parler de la spontanéité des corps, il y a une seconde. Est-ce qu'il y a des corps différents en fonction des lieux, ou des attitudes différentes, des postures différentes, des facilités du corps différentes en fonction des endroits qu'on explore? Est-ce que finalement on est plus à l'aise au soleil qu'au froid, ou ce genre de choses? Est-ce que vous le constatez? Bonne question. Je peux dire par ce que j'ai vécu. Oui. Avec les enfants en Groenland, le moment où ils ont commencé à rire, la prof nous a dit, c'est la première fois qu'on va rire les enfants ensemble, le corps se détend. On sent ce sont des coutumes ou des tabous qui fichent les gens. Ouais. L'enfant, c'est la meilleure entrée parce qu'ils sont les plus naturels, partout dans le monde, partout. Ils peuvent encore se lâcher, quoi. Ils se lâchent. Et lentement, par rapport aux coutumes ou les cultures, on le sent même avec les spectateurs dans différents pays, comment ils se donnent. En Afrique du Sud, quand je jouais pour les écoles blancs, c'était « merci, on se lève, on part ». Les Indiens, ils te donnaient à manger avant de jouer. Les Africains, ils se levaient, ils dansaient, ils chantaient pour te remercier à la fin. Donc, chaque étape a une manière de passer sa générosité. Donc, oui, il y a une différence, surtout dans la jeunesse, mais on le voit se limiter avec l'âge. En Ouzbékistan, les hommes dansaient pour le mariage festif, les femmes n'avaient pas le droit de rester à côté. Par contre, ils payaient une femme qui enlevait un peu le foulard, les cheveux longs en paillettes, qui avait le droit de danser, on la payait. Donc il y a les différences. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est fantastique de découvrir toutes ces coutumes et les tabous. Donc, mais tout à travers le corps. C'est ça qui est fantastique. Vous arrivez en France, vous êtes plutôt basé à Paris. Hein, ouais. Quelles sont vos références en matière de théâtre en France, par exemple? Ariane Mnouchkine, Peter Brook, Declan Dolan, qui travaille un peu en France aussi, ouais. Simon McBurney. Je suis nourri par tous ces... Philippe Adrien aussi. Ouais. J'ai vu ce travail. Mais je suis toujours... Oui. Peter Brook et Ariane Mnouchkine m'ont beaucoup influencé. Deux styles différents. Ariane travaille vraiment le comédien. Elle sculpte l'individu, on peut dire le personnage, la mise en scène, tandis que Peter Brook, il fait le contraire. Il dépouille. Et lui aussi travaille avec les espaces. D'ailleurs, Peter Brook a beaucoup voyagé en Afrique. Absolument. Il a fait des ateliers, des recherches. Et ce qu'il dit, évidemment, je m'identifie parce que j'ai grandi comme ça en Afrique du Sud. On faisait avec les bouts de rien. Donc, ce sont mes grandes références. Et qu'est-ce que vous allez voir aujourd'hui, à part eux? Qu'est-ce qui vous semble inventif dans le théâtre contemporain? J'aime voir tout en réalité, que ce soit les peintures, jusque la musique classique ou le pop-rock. Là, je travaille avec un groupe a cappella qui s'appelle Folk de Finlande, qui révolutionne la cappella.
je peux aller voir des pièces de théâtre minimes, je peux voir des spectacles d'humour. Je pense que c'est la nourriture de tout qui se... Et après, finalement, tu fais ta propre langage. J'ai plus du mal à voir des spectacles un peu trop subventionnés parce qu'il n'y a pas vraiment de danger. Donc, il y a un peu trop de confort. De convention. De convention, je pense. Ou de conformisme, plutôt. Peut-être. Je suis mal placé de trop... En même temps, Mouchkine, c'est conventionné. Hein. Pardon, le... Mouchkine, c'est conventionné. Oui, mais quand même, elle est consciente elle porte un drapeau quand même, Ariane Mouchkine. Elle a toujours quelque chose d'important à dire. Tu vois, le Tartuffe que j'ai vu, je me suis bien marqué. Et en même temps, il y avait un autre Tartuffe à l'Odéon qui ne m'a pas marqué du tout. Donc c'était intéressant comment la mise en scène est importante. Et c'est vrai qu'il y a des images de Mouchkine qu'on ne peut pas oublier. Quand Mouchkine à Avignon, par exemple, arrose les pieds de ses spectateurs pour les rafraîchir. Ça, ce sont des scènes tout à fait extraordinaires. Didier Pourquerie, qu'avez-vous entendu de votre voisin ? J'ai entendu son amour des mots et des rythmes. Et là, je suis totalement à l'aise parce que je pense que moi, les mots que je vais chercher, je vais les chercher dans les transports en commun. Depuis que je suis tout petit, quand j'étais petit à Bordeaux, j'écoutais ce que disaient les gens. Puis je faisais des cahiers le soir, et ma grande idée, c'était de faire des cahiers pour expliquer les mots que j'avais entendus. Alors la plupart du temps, je ne les comprenais pas, donc j'allais me renseigner, et puis je faisais des cahiers, voilà. Et j'écoutais, et je regardais surtout les attitudes. Quelquefois, c'était gênant, d'ailleurs. Je suis hyper sensible à la manière dont les gens s'expriment. Et encore aujourd'hui, je veux dire, j'ai écrit une chronique, là, sur la manière dont les gens, justement, disent les gens. Attention, tu gênes les gens. Et non, c'est moi qu'elle gêne. Elle gêne pas les gens, elle gêne moi. Pourquoi elle dit pas tu gênes le monsieur ou tu gênes ton voisin? Non, c'est donc je me sens rejeté. Donc et puis à la fois, tout de suite, du coup, j'ai dit tiens, je vais écrire quelque chose sur les gens parce que cette façon de dire les gens, voilà. Et enfermé dans une salle d'attente de médecins. Une dame dit, avec un petit enfant de 3 ans, qu'elle appelle mon cœur toutes les 2 secondes. Assieds-toi, mon cœur, fais attention, mon cœur, fais attention. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Au bout d'une demi-heure, ce garçon qui savait plus comment il s'appelait et qui savait peut-être pas comment il s'appelait parce que sa mère l'appelait comme mon cœur, j'avais de la peine pour lui. Et puis en plus, j'en avais ras-le-bol, quoi. Et quand le médecin est arrivé pour venir la chercher, j'étais vraiment très, très content. Et donc, voilà, c'est ce genre de choses que je ressens physiquement. Souvent, les mots, je les ressens physiquement. Et là, vous les avez ressentis? Oui. C'est-à-dire que j'entends ce que dit Eric, et j'entends ce que dit Eric, j'entends son rythme, et surtout, parce qu'il travaille avec les mots, sa générosité. Il y a 2 éléments essentiels quand j'ai recruté beaucoup de journalistes dans ma vie. Je recherche toujours 2 éléments. La curiosité, la vraie curiosité, c'est-à-dire le mec qui sait déjà tout, c'est triste, mais j'ai pas envie de travailler avec lui. Donc la vraie curiosité, l'ouverture, et la générosité, avoir envie de partager ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a envie de partager, on écrit bien, on fait attention, voilà. Mais curiosité, générosité. Et pour la générosité, il n'y a qu'une chose, il faut aimer son lecteur. Mais je sais que ça fait... Excusez-moi Philippe, je sais que ça fait totalement bené de moi dire j'aime ça. bien, moi j'aime bien. Mais de dire, je veux dire, quand j'ai dirigé Voici et Gala quelques années. Bravo. Et j'aimais mes lectrices. Et mes lecteurs, puisque 40% des lecteurs et des lectrices... Même de ceux Voici, dont vous disiez du mal?
Non, mais Enfin, moi, je disais pas du mal, je disais aucun mal, et personne disait du mal des lecteurs. Au contraire, je veux dire, on passe, Non, voilà. non, mais non, des gens dont vous publiez en une des photographies. Ah oui, oui, ça c'est autre chose. Ça c'était les people, mais Ouais. souvent c'est des gens qui avaient des têtes. qui Imagine passaient- un mec avec un casque et tout ça. Voilà, enfin, des bah, gens qui avaient des têtes qui passaient pas les portes, etc. Donc, bon, là, on peut s'amuser avec, quoi. Justement, un peu de. Mais en tout cas, cette histoire de générosité et de curiosité, d'aller sur le terrain. Vous les sentez chez... Ben oui. Éric, est-ce que vous avez un objet Oui, avec vous et pourquoi cet objet-là? ça s'appelle un gambarde. C'est parce que quand j'étais en Afrique du Sud, quand j'ai quitté le théâtre national, que j'ai travaillé avec un artiste, il s'appelait James Ngobo. Et on faisait un duo ensemble. On allait dans les townships, on allait dans des lieux improbables pour faire des spectacles, un noir, un blanc, et on divertissait, on partageait un peu la culture en Afrique du Sud, parce qu'il y avait vraiment cette envie à cette époque-là en Afrique du Sud. Et lui, il jouait la gambarde, et moi, je dansais, on faisait des petites choses ensemble. Et en partant, il m'a offert le gambarde. Il dit, écoute Eric, c'est le seul cadeau que je vais te donner, c'est la gambarde. Apprends à le jouer. Et quand je suis venu en France, il y avait un boycott avec l'Afrique du Sud et tout l'argent, les économies que j'ai fait, je n'avais plus. Donc il y avait une époque pour un rand, on avait 7 francs, c'est devenu un rand, 2 francs. Et mes parents, il fallut qu'ils cherchent aussi des moyens pour m'aider pour que je continue à faire des études supplémentaires en France. Et le seul endroit où je pouvais travailler, c'était McDonald's. Parce que la loi disait que tu dois travailler 35 heures par semaine, sinon tu ne peux pas être employé. Et pas comme en Angleterre ou d'autres pays où tu peux travailler dans un restaurant comme serveur, il y a des règles assez précises ici. Et le McDonald's accepte. Donc le soir, je travaillais chez McDonald's, je rentrais chez moi dans une petite chambre à la cité universitaire. Et pour m'accompagner, c'était ça, où je m'entraînais pour apprendre de le jouer. Démo? Pardon? Démo? Démonstration? Démonstration? Démo. Ça, c'est un mot. Démo. C'est démo. 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 Allez, c'est parti. Démo. Démo. Démo, là. Démo. Ok, c'est parti. Suffisamment discret pour ne pas embêter les voisins. Non. Et, Ça va, ça et c'est nonobstant réjouissant. Voilà. Et on continue d'ailleurs sur l'univers musical avec Claire Diterzi, qui est venue dans l'émission Ah, des oui, mots de oui. minuit. Elle a commencé par le punk rock et puis après elle est allée chercher ailleurs, avec une curiosité qui est un peu similaire à la vôtre. Donc il y a de l'électro, il y a de la viole de gambe et elle est venue sur le plateau des mots de minuit pour un album. C'était je ne sais plus en quelle année. Cet album, 2013, voilà. Cet album avait pour titre Au Salon des Refusés. On signale aussi au passage qu'elle a composé pour Découfflé, qui a fait le générique de cette émission, ou pour le cinéma, et qu'elle a passé aussi un an à la Villa Médicis. Elle a un univers bien atypique, Claire. Et elle est aussi quelqu'un qui recherche et qui aime transformer. La preuve. Tu peux maudire mes ritournelles, me bannir de ta citadelle. Tu m'as
Attention. En octobre 2011, Le Monde publiait un excellent article sur notre difficulté à rester attentif face à l'invasion des pollutions attentionnelles. Vous l'avez lu ? Une page entière pensée. Des amis internautes, car j'ai quelques amis internautes, m'ont écrit sur Facebook ou sur LinkedIn, ou par courriel, je ne me souviens plus, pour me signaler qu'ils n'étaient pas arrivés jusqu'au bout de la page, interrompus sans cesse. Il y avait alors, entre autres, cette info qui clignotait dans un coin de leur écran, ce bébé sortant de l'hôpital avec sa mère. D'ailleurs, sur Google, cette semaine-là, les mots les plus recherchés dans l'actualité ont été la crise de l'euro, non, je plaisante, bébé Sarkozy, Julia Sarkozy, ont été les requêtes les plus fréquentes. Devant Carla Bruni Sarkozy, quand même. Difficile de se concentrer donc. Qu'est-ce que je disais, moi ? Ah oui, ce sondage publié parallèlement sur les plats préférés des Français. Le magret arrivait en tête devant les moules frites et le couscous. Le repas français patrimonial mondial de l'UNESCO, c'est pas gagné. Et le plat favori des sympathisants de l'UMP était le couscous. Dingue. Merci TNS Sofres pour cette étude du magazine Vie Pratique Gourmand. Il faudra que j'aille voir leur site. Il y a peut-être de bonnes recettes de magret, mais après. Ceci pour vous mettre en musique, Didier Pourquerie, et puis pour peut-être entrer par le numérique, ou en tout cas par cette profusion aujourd'hui, cette immédiateté qui fait que le journalisme a besoin de se réinventer. Répondez-moi sur la musique, c'est-à-dire comment est-ce que ces petites scènes, hein, c'est presque du, comment dirais-je, du texte de théâtre, hein, c'est une manière... Comment est-ce que, littérairement, vous les fabriquez ? Alors d'abord, je me mets dans le contexte, je pense beaucoup à ce que j'ai entendu, et ensuite je me lance. Alors pour me lancer, c'est ce que je disais tout à l'heure à Eric, parce qu'on parlait de théâtre, moi j'ai des grands stand-up comédiens américains, des comédiens que j'adore, notamment George Carlin. Et quand j'écoute George Carlin, j'écoute son rythme. Mm-hmm. Et donc, une dizaine de minutes, et ça me met dans le rythme. Et après, je commence à écrire ce que j'ai à écrire. Une chronique, pour moi, pour pas que ça soit ennuyeux, ça doit être un peu comme quelqu'un qui vous raconte quelque chose en vrai, quoi. Vous voyez, en live, comme on dit. Et donc, ça doit être comme ça. Il doit y avoir une petite musique, un rythme, surtout le rythme. Pas hésiter à quelquefois répéter, c'est pas grave, mais en tout cas interrompre, changer de registre. Je fais le travail avant, c'est-à-dire que je fais le travail de recherche, etc. avant. Je laisse décanter dans ma tête, j'écoute un sketch un peu, et j'y vais. J'ai pris le mot attention, qui est un mot que vous avez chroniqué, pour poser plus largement aussi cette question du numérique aujourd'hui, c'est-à-dire de cette déferlante, de ce mode consommatoire qu'a désormais le lecteur à son support, tablette ou pas, ou journal encore à l'ancienne. Mais qu'est-ce que ça pose comme question à vous le journaliste, c'est-à-dire à la fois la sérendipité, donc là il y a une possibilité intéressante, et puis en même temps, parce que l'attention, ce zapping permanent que permet l'outil. On se bat, depuis les années 80, on se bat pour du temps. Vous savez, moi j'ai travaillé assez longtemps avec un patron de presse qui s'appelle Axel Gantz. Et Gantz disait dès les années 80, mais on ne se bat pas dans un marché des magazines, on ne se bat pas dans un marché des médias, on se bat dans un marché du temps. C'est-à-dire qu'on doit dire des choses suffisamment intéressantes pour que les gens nous donnent du temps en échange, qui se concentrent là-dessus. Aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais, puisqu'on a, grosso modo, 3 niveaux d'interpellation. On a l'interpellation immédiate qui est ce qu'on appelle l'alerte, le breaking news, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît sur notre écran, puisque aujourd'hui c'est sur les portables que ça se passe. C'est sur les portables. Et donc on a quelque chose qui apparaît sur notre écran et qui nous dit quelque chose. Voilà. Et ensuite, si on a envie, on clique dessus, on en lit un petit peu plus. Et uniquement si on a le temps après, on approfondit. C'est un énorme... C'est vraiment très difficile, c'est un énorme défi pour des gens comme Le Monde qui ont eu l'habitude de faire des
des textes longs, de prendre le temps, d'avoir un peu de recul, etc., de traiter à la fois Ces 3 niveaux. ces 3 niveaux. Faut-il les traiter par les mêmes journalistes? Je ne pense pas. Et d'ailleurs au monde, il y a un desk 1, un desk 2, un desk 3 qui travaillent de manière différenciée. Faut-il le traiter uniquement avec du texte ou avec de la vidéo? Voilà. Aujourd'hui, tout est bimédia, mais aussi bi-style. Et donc, si on peut dire. Et donc, voilà, c'est le défi d'aujourd'hui. La question un mot, tiens, qui est le mot barrière. Et je me souviens, je disais souvent à mes étudiants, faisons attention qu'à ce rythme-là, dans des logiques concurrentielles, je parle du début des années 90, etc. Finalement, la première déclaration d'un président noir sud-africain fasse moins d'audience que le fait divers du boulanger gagnant au loto qui a encastré sa Ferrari rouge dans un platane. Comment est-ce alors qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de Ferrari rouge dans les platanes avec des gagnants au loto que de Nelson Mandela dans son premier discours de président. Et il y a ce risque-là quand même. Donc c'est le risque du commerce, quoi. Alors c'est le risque de la perte de la hiérarchie. Ouais. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui, le média, Le Monde par exemple, sa valeur ajoutée, puisque c'est le mot à la mode, la valeur ajoutée des médias, eh bien c'est la hiérarchie. C'est la profondeur, certes, mais aussi c'est la hiérarchie. C'est-à-dire que si je veux savoir ce qui est important, et donc voilà, je prends Le Monde sur papier ou sur tablette, et le lisant, je retrouve une certaine hiérarchie. C'est un service énorme qu'on rend au lecteur en faisant ça, entre parenthèses. C'est-à-dire que au-delà, on l'aide beaucoup. Et les gens les lecteurs sont demandeurs de ça. S'ils viennent auprès des médias traditionnels, c'est pour chercher la hiérarchie. Je ne veux pas être désagréable, mais si un JT de 20 heures commence par un tout petit fait divers et finit au milieu et perdu quelque chose de vraiment important, sur le papier, on n'a pas ça. On a de la chance, on peut encore jouer sur le papier ou sur l'écrit, on peut encore jouer sur une hiérarchie, mais bon, cela dit, ce n'est pas du tout une garantie de succès éternel. En tout cas, c'est une véritable fonction que remplissent les médias écrits aujourd'hui. Didier, pour que je vous mette au travail, avec un tout petit document, parce qu'on fait ici du texte et de l'image, nous sommes en 1986. À l'époque, il y a des manifestations contre une loi qui s'appelle Devaquet, et un étudiant, Malik Osekine, va être tué par une charge des policiers voltigeurs sur motocyclette. Et le mot sur lequel je vais vous demander de réfléchir, c'est le mot bavure. Et en plus, vous venez de chroniquer le mot pour... oui, j'avais chroniqué. Donc, on regarde d'abord ces images, elles sont intéressantes. En début d'après-midi, François Mitterrand, accompagné d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix 86, est allé rendre visite à la famille du jeune homme pour lui exprimer sa solidarité. Monsieur Mitterrand, voici Dominique Lery, Pascal Deschamps, Jacques Aubertin étaient sur les lieux. Oui, oui. Comment avez-vous trouvé la famille? Difficile. Je vous dirai simplement ces quelques mots. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation et lui dire personnellement ma peine devant ce grand malheur. On voit bien les échos que ça peut avoir avec une actualité récente, mais revenons sur le mot bavure. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce mot-là, vous qui êtes l'expert, a priori, en la matière? C'est un mot typique des années 70 et 80, la bavure policière, parce que c'est pas la bavure en général, c'est pas la bavure, c'est pas une trace de bave sur votre... Voilà. C'est une bavure policière. Quelque chose qui, aujourd'hui on dit, qui dérape. Alors est-ce qu'on dérape sur une bavure? Je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, le mot c'est le dérapage. Quand on va trop loin, vous savez, d'ailleurs, aujourd'hui, la différence, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de bavures qui sont
directement sur Internet, qu'on peut voir directement sur Internet. Là, c'était la bavure qu'on imagine. On voit le corps de Malikou Sekine mort. Ça, c'est sûr, on le voit. Et on voit ses traces. Mais on ne voit pas ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, c'est-à-dire que tout le monde, avec son petit iPhone, son smartphone, fait les images. Vous savez, autrefois, Roger Théron, le grand patron de Paris Match, disait « Il n'y a pas d'événement sans photo ». Il y a forcément une photo, il y a forcément quelqu'un qui a pris une photo. Mais bon, c'est vrai, et c'était vrai. D'ailleurs, souvent, ce qu'on appelait les gens qui faisaient de la récup de photos allaient récupérer les appareils photos à la sortie des... Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de les récupérer, les photos. Elles viennent tout de suite, et la bavure devient quelque chose qui est sur Internet. Et l'Internet nous a habitués à cette minuscule violence qui... Alors là, on parlait de hiérarchie tout à l'heure. Là, on est dans... là, c'était incroyable, une bavure comme ça. Hein. C'était un énorme scandale. Aujourd'hui, ce scandale-là, il est noyé par des milliers d'autres que l'on voit sur des petites vidéos qui circulent, etc. On voit des choses... Enfin, vous savez parfaitement, on voit des choses épouvantables, y compris des... Donc la bavure, qui est typique des années 70-80, aujourd'hui, c'est le dérapage. Ou pas. Ou pas. Voilà. Ou pas. Il existe ainsi plusieurs groupes Facebook à l'enseigne ou pas. Ah oui. L'un lancé en 2008 rassemble plus de 190 000 fans. Un autre en ligne depuis 2009 a collecté 475 000 j'aime. Pourquoi un tel engouement au-delà des gamers? Ou pas, rajouté par votre interlocuteur à l'une de vos affirmations, sert à vous flinguer, mais donne aussi l'air de réfléchir sans savoir trop quoi dire d'autre. Ou pas, hein. Nous sommes dans le relatif, dans le flou, tout se vaut, rien ne se vaut. Autre avantage de l'expression avec ou pas, je suis libre ou je me donne une impression de liberté. Je peux me faire une soirée télé ou pas, partir en vacances à Ibiza ou pas. Je rajoute ou pas à tout un tas de décisions de ma vie, de propositions. Je suis dans le choix permanent. Les forums internet regorgent d'intitulés de débats en 3 mots, enceinte ou pas, vierge ou pas. On trouve même un site pratique islamique, alaloupa.com. Alors, je sais, ce qui m'intéresse, c'est le rapport des mots avec le moment. Il y a des moments, je ne sais pas, mais on est dans un moment hollandais, avec François Hollande. Et je me demande si ce moment hollandais, ce n'est pas un moment où, finalement, on pourrait faire 3% ou pas de déficit des comptes publics, on pourrait faire ou pas. Enfin, on est dans une sorte de relativisme en permanence. Il y a 2 éléments. Il y a le relativisme permanent dans lequel on se retrouve, et puis, comme vous le remarquiez, l'hyper-choix dans lequel on est. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la façon dont les mots vont vite. Pourquoi ils vont vite? Ils vont vite grâce à ce que vous disiez tout à l'heure, grâce à Internet, grâce notamment au forum d'Internet. Le forum d'Internet, c'est un lieu, le forum de discussion, ou même les discussions sur les sites ou sur les réseaux sociaux. C'est un endroit où le mot se propage à toute allure. Et donc on est en permanence dans... c'est pour ça qu'il faut tendre l'oreille, il faut être curieux. Et donc cette manière de dire ou pas, c'est une manière d'être dans le relativisme permanent, quoi. Et je pense quand même que c'est un trait de l'époque. Ce n'est pas apparu par hasard. Le mot exécutif, on utilise beaucoup le mot exécutif. On ne dit plus le président et le Premier ministre. On dit l'exécutif. Vous savez, le tandem président-Premier ministre, sous la Ve République, il a toujours été un peu, quand même assez, sauf pendant les périodes de cohabitation, un peu déséquilibré. Et donc, l'exécutif s'est apparu beaucoup. Vous savez, on a eu une période extraordinaire pour les mots, c'est la période Sarkozy. Parce que pendant la période Sarkozy, il y avait des gens qui lui écrivaient des discours qui étaient des génies du mot qui fait tilt, du mot efficace. Guénaud ?
Comment ? Guénaud, par exemple. Guénaud, par exemple. Et donc, des L'homme mots... africain qui n'est pas entré dans l'histoire. Voilà, c'est ça, mais aussi des... L'homme sud-africain qui n'est pas rentré dans l'histoire. On en a un sur le plateau. Continuez, c'est bien Didier, c'est bien. Et en fait, Guénaud, il a... Regardez, l'expression ne pas avoir vocation à. Ah. Ça, c'est une expression typiquement sarkozyste. Il y a des linguistes qui ont travaillé sur les discours de Sarkozy. Ne pas avoir vocation à, c'est un mot, c'est une expression qui revient sans arrêt. Vous savez, on vit dans un temps où... Alors, on est en permanence entre l'euphémisation, ne pas avoir vocation à rester... Les Roms, comme dit Valls, n'ont pas vocation à rester en France. C'est une manière euphémique de dire les Roms, cassez-vous. En français dans le texte. Forme d'essentialisme. Voilà. C'est violent. Mais simplement, on dit non, ils n'ont pas vocation à. Vous voyez, ce genre d'euphémisme en permanence, qui est ce qu'on appelle en gros la langue de bois politique, mais elle est installée avec quelques petites aspérités, notamment sous Sarkozy, il y avait des vraies aspérités. Sous Hollande, beaucoup moins. C'est un langage beaucoup plus mou, beaucoup plus, sauf un peu Valls et Montebourg, mais on est dans des langages un peu plus mous. Un mot, paradigme. Ah oui, tout est paradigme maintenant. Alors là, vous changez une roue de voiture, vous changez de paradigme. C'est quoi un paradigme ? Un paradigme, c'est très compliqué. Un paradigme, c'est un mot d'épistémologie. C'est pas, ça rigole pas. Dites-nous tout. Allez. Un paradigme, c'est un ensemble de connaissances qui désigne un corpus de connaissances à un moment donné. Et donc, on dit par exemple, la Terre est plus plate, elle est ronde. On change de paradigme. Bon, ça, c'est du vrai changement de paradigme. Ça, on rigole donc, pas. Avec Hollande, on a changé de paradigme. Alors, je ne sais pas si on a changé de paradigme, mais en tout cas, on a changé de président et on a changé de vocabulaire, on a changé de lexique. Ça, c'est sûr, on a changé de lexique. Oui, ça, aussi bien, on est dans l'euphémisation pour un certain nombre de mots, et il y a d'autres mots qui deviennent, vous voyez, on change de paradigme, on change d'écosystème. La moindre chose, je l'ai faite cette semaine, ou la semaine dernière, l'écosystème. La moindre chose, maintenant, s'inscrit dans un écosystème. C'est-à-dire, vous lancez n'importe quoi sur Internet, il s'inscrit dans l'écosystème digital. Bon... D'accord, moi je vois bien ce que c'est que l'écosystème. C'est les bêtes qui bouffent d'autres bêtes, enfin on voit bien, quoi. Mais non, là ça devient quelque chose de très intellectuel. Bolos, populaire et swag, nouveau code, nouvelle manière de situer l'hiérarchie. Je vous montre un extrait. Collégien de 5e, voilà. On est à la Garenne-Colombe, on est dans les Hauts-de-Seine. C'est le 20h de France 2 du 17 octobre 2012. Regardez. Nous avons demandé à Koumba, une élève de 5e et à ses amis, de nous expliquer comment ce petit monde s'organisait. C'est un fonctionnement pyramidal qu'elle décrit. Les plus bas, c'est les bolos. Les moyens, c'est, on va dire, les gens qui sont stylés, les swags, c'est comme ça maintenant. Les swags, les gens connus, quoi. Et les plus grands, ce sont les populaires. Ceux qui dominent cette pyramide, ce sont les populaires, c'est-à-dire ceux qui ont de l'influence dans la cour de récré. Nous nous sommes invités dans une classe de 3e pour comprendre un peu mieux ce qui se cachait derrière ce mot « populaire ». C'est des personnes qui en fait dirigent une sorte de groupe, comme on peut voir dans les films américains avec le leader. Il s'habille bien, il a un langage, enfin il n'est pas comme les autres. Ça veut dire quoi avoir le swag ? C'est être quelqu'un de stylé, qui s'habille bien, qui est swag, quoi. Est-ce que par exemple, comme tu es habillé aujourd'hui, c'est avoir le swag ? Ouais. Tout le monde te comprend quand tu dis ça ? Pas les bolos. Koumba et ses copines font partie des swags, comme elles disent. Selon elles, c'est la position la plus confortable, intermédiaire. Le statut ultime de populaire ne les fait pas vraiment rêver, trop d'enjeux. Être populaire, c'est si tu fais un faux pas, tout le monde va le savoir et là, t'es banni des populaires, ça veut dire que tu seras la risée de tout le monde va te haïr, et voilà. Donc on peut passer très facilement du populaire au bolos. Oui. Le look des collégiens a changé, leurs mots aussi, mais au fond, la hiérarchie de la cour de récré semble immuable. Ça fait sourire ou c'est très violent ? Alors, on est là entre deux univers très importants, deux sources de mots très importantes. Première source de mots, la série américaine
traduite rapidement, trop rapidement, sur la TNT. Je vais vous expliquer pourquoi. La TNT, il faut beaucoup d'images, de plus en plus d'images. Et donc, on a des images, donc on les achète. Et on n'a pas le temps de les traduire bien, donc on les traduit mal. Donc, on a des séries américaines traduites n'importe comment. Et avec des tas d'anglicismes. Bon. L'anglicisme, c'est la base, je dirais, le truc de base de ce qu'on vient d'entendre. Et puis, il y a l'autre élément qui est comment ça se diffuse sur Internet, on l'a vu, mais aussi par le rap. Swag, bouffon, bâtard, etc. C'est des mots qui ont été mis en scène, j'ai pas dit inventés, mais mis en scène par le rap. Premièrement, les anglicismes. Rapidement, je ne pouvais pas vous faire un cours, mais quand j'étais jeune, très jeune, j'ai fait des études aux États-Unis, et aux États-Unis, dans les lycées, on élisait chaque année « The most popular girl of the class ». The most popular. Et aujourd'hui, dans une série américaine, c'est traduit par « c'est la fille la plus populaire de la classe ». Non, elle est bon. Alors, voyez ce que je veux dire. Bon. Populaire, j'ai écrit une petite chronique là-dessus. Populaire, c'est un vieux mot, mais bon, vous voyez, ça ne veut pas dire ça. Bon. Pourquoi le livre le plus populaire. Alors, quelquefois, je vais sur des sites, parce que Internet très sophistiqué, et je vois par exemple le site de Rosanvallon, de Pierre Rosanvallon, le grand Collège de France. Grand collège, voilà, etc. Et sur son site, il y a les livres les plus populaires. Ah. Bon, alors les livres les plus populaires, je vous rassure, c'est le livre de Pierre Rosanvallon qui est le plus populaire sur son site, donc tout va bien. Mais en tout cas, c'est ce genre de choses. Et puis de l'autre côté, vous avez le swag, vous avez le bolos. Alors excusez-moi, il y a un petit raccourci parce que quand vous perdez le statut de populaire, avant d'être bolos, d'être déclassé, vous êtes un bouffon. Parce que le bouffon, c'est celui qui voudrait mais qui n'y arrive pas. Bon. Après, il faut rester léger là-dessus. Moi, je ne suis pas en train de juger. Je remarque, je raconte, j'évoque. Mais je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal de parler comme ça. Le swag, c'est drôle bon, j'ai rarement le swag. Je veux dire, moi, je vis avec des proches d'adolescents. On a l'impression que c'est aussi des mots qui se consomment, c'est-à-dire qui disparaissent assez rapidement. Oui, mais comme tous les mots, ça a toujours été. C'est pour ça que ça serait bien. Quelquefois, je rêve de reprendre des vieux mots de jeunes des années 50 et de les remettre à la mode. Épatant, par exemple, et pastrouillant, des choses comme ça. Ça serait chic. Je milite pour ça. J'allais le dire. Enfin bon, il y a toutes ces choses-là. Éric Bouvron, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Didier Pourquerie ? Le temps. C'est ce que vous prenez. C'est ça que je prends. Le temps. Je pense que c'est un mot qui résonne à tout le monde mais l'Afrique va toujours être gagnant, comme les 100 mètres. Ils ont tout compris. Parce qu'en Europe, le temps, on court après. En Afrique, on le prend. C'est un peu ça. Didier, est-ce qu'il y a un objet avec vous ? Moi, j'ai un objet j'ai un objet que je porte sans arrêt dans mon sac. C'est un petit caillou en forme de cœur c'est un galet qui vient d'une plage d'Oléron où les cendres d'une de mes filles ont été dispersées. Et je le porte toujours avec moi parce qu'il y a une forme de cœur et puis parce que c'est une manière de me prolonger moi aussi, c'est-à-dire d'être. C'est vrai qu'il a une jolie forme dans la mémoire. Voilà. Et c'est une manière pour moi d'être sans arrêt au contact avec Agathe. Garde-le comme ça, regarde. On dirait qu'on était fait pour faire connaissance aujourd'hui. Merci. J'ai un livre populaire à vous conseiller chez Monsieur Toussaint Louverture, belle maison d'édition, mais on le dit souvent ici. Enfin, beau travail en tout cas sur la qualité des papiers, la qualité des couvertures. Et ceci est un livre, une réédition d'un livre de 1982, Price, de Steve Stezich. Il s'appelait Stojan Tezic, je crois, dans un premier temps, mais il a immigré aux États-Unis, en tout cas son père.
Thésisch, c'est là son premier livre. On en avait beaucoup parlé de Thésisch quand la même maison d'édition avait publié Carou. Et ici, c'est un livre d'initiation aussi, un livre très très violent. On parlait des rapports tout à l'heure chez Kessel du père et du fils. On est en plein dedans avec ce livre qui a été écrit dans une dizaine d'années. C'est tout à fait épatant. Bon, on peut dire ça. C'est tout à fait épatant. Voilà. Et avec cette belle leçon, et on n'est pas loin de Kessel aussi, enfin, moi, je le dirais comme ça, c'est-à-dire c'est plutôt la liberté après le désespoir, quoi. Et voilà, on vous le conseille, et on conseille cette belle maison d'édition, un livre donc très, très populaire. Les mots de l'époque, c'est Le Monde autrement, c'est Didier Pourquerie. Les Cavaliers, c'est avec vous, Éric Bouvron. Allez-y, vous aurez l'occasion de rencontrer ces cavaliers dans la tournée qui est en train de se mettre en place. Merci messieurs d'avoir été dans cette émission. On se retrouve dans 15 jours. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis et il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. Bonne fin de... Alors d'habitude je disais bonne nuit, bonsoir, bon là je ne sais plus. Bonne temporalité. Bonne continuation. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance